Le sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN. Imaginons un observateur qui revient de la planète Mars après un voyage d'une douzaine d'années. Il serait sidéré de voir ce qui se passe. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la dernière fois que l'OTAN a fait une revue stratégique, comme on dit, à l'époque, c'était pour tendre la main à Vladimir Poutine. Donc ce qui se passe aujourd'hui est massif, c'est un grand virage, mais on va se demander dans quelques instants si les décisions qui ont été prises aujourd'hui n'auraient pas pu être prises un peu avant. Autrement dit, n'y avait-il pas des signaux depuis 10 ou 12 ans qui ont montré que, comme partenaire, Vladimir Poutine n'était pas forcément le plus indiqué. On va voir ça en détail. 3 choses à retenir de ce sommet de l'OTAN. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. 3 choses à retenir donc de ce sommet dans la belle ville de Madrid. Et d'abord, ce grand virage de l'OTAN. Et oui, regardez, on dirait un autre monde, un autre film. La dernière fois que l'OTAN a procédé à une grande réflexion stratégique, vous l'avez dit, c'était en 2010. Et à l'époque, l'idée, c'était d'établir un partenariat avec Vladimir Poutine. Quelques mois avant, en décembre 2009, le secrétaire général de l'OTAN de l'époque, Anders Fogh Rasmussen, se rend à Moscou. Il vient serrer chaleureusement la main de Vladimir Poutine, à l'époque Premier ministre, et parle, ça semble aujourd'hui presque irréel, de coopération et de relations de confiance. Écoutez. One of my priorities as Secretary General of NATO is to improve the relationship between NATO and Russia, to ensure that our relationship will be a trusting and productive relationship. À l'époque, Barack Obama et Angela Merkel y croient. Nicolas Sarkozy, qui est président à ce moment-là, y croit aussi. Quel contraste avec le sommet d'aujourd'hui. La Russie est désormais désignée comme l'ennemi public numéro 1. Écoutez l'actuel secrétaire général de l'OTAN. I expect that when leaders agree the strategic concept, they will state clearly that Russia poses a direct threat to our security, and of course that will be reflected throughout the strategic concept. Le deuxième enseignement, il découle du premier. Et oui, la détente, c'est fini. Le désarmement, c'est fini. L'OTAN a décrété tout à l'heure la mobilisation générale et la course au canon. 3 données pour résumer cela, David. D'abord, les pays de l'OTAN vont consacrer cette année à leur défense plus de 1 000 milliards de dollars au total. C'est 16% de plus sur 5 ans. Deuxièmement, aujourd'hui, 9 pays sur 30 consacrent 2% de leur PIB à ces mêmes dépenses militaires. Dans 2 ans, ils seront 30 sur 30. Concrètement, on parle d'achat d'avions de chasse, de bombardiers, d'hélicoptères de combat, de chars, de blindés ou encore de canons. Enfin, troisième élément, le nombre de soldats de ce qu'on appelle la force de réaction de l'OTAN, ceux qui sont prêts à intervenir en 24 heures, va passer de 40 à 300 000 hommes prochainement. Ce qui donne la mesure, David, de ce qui se passe en ce moment, de ce qui est en train de se produire, c'est une déclaration, un pays, l'Allemagne. Écoutez bien, l'Allemagne enterre sa tradition pacifiste de ces dernières décennies. L'Allemagne va devenir l'armée numéro 1 en Europe. C'est Olaf Scholz, le chancelier, qui l'a annoncé à Madrid. L'Allemagne va devenir la première armée d'Europe. Pour notre génération, il n'y a pas de problème. Il faut imaginer nos parents qui entendent cette information. L'Allemagne va devenir la première armée d'Europe. La troisième information à retenir, elle était plus attendue. Et oui, c'est l'élargissement de l'OTAN. La Suède et la Finlande, traditionnellement neutres, vont bel et bien entrer dans l'Alliance. La Turquie s'y opposait, mais elle a levé hier soir son veto après des concessions des 2 pays, notamment sur les Kurdes. Leur adhésion devrait donc être effective d'ici 3 à 4 mois, après ratification par les 30 parlements des 30 pays membres. La frontière de l'OTAN se rapproche donc toujours plus de la Russie, vous le voyez, comme si un nouveau rideau de fer était en train de se former. Merci Fanny. La première question que j'ai envie de vous poser, mais encore une fois, je n'ai pas suivi la dimension, les visées stratégiques de l'OTAN depuis toutes ces années, c'est qu'on est stupéfait de s'apercevoir que c'est seulement maintenant qu'on dit que la Russie est une menace, alors même qu'en 2008, il y a eu l'invasion de la Géorgie, dont un tiers du pays est toujours occupé, Ossétie du Sud et Abkhazie, par l'armée russe, qu'en 2014, il y a eu quand même l'Ukraine et une bonne partie du Donbass occupée, sans compter l'annexion de la Crimée. Donc, est-ce que ça n'est pas trop tard
Est-ce que ça n'est pas surprenant, François? Alors, c'est surprenant, oui. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas la même question que. C'est pas la même question, c'est vrai. Et c'est surprenant dans le sens où, effectivement, il y avait déjà eu la guerre de Géorgie, mais personne n'avait envie, du côté occidental, de remuer le secteur. Certes, Poutine avait annoncé en 2007 déjà son intention de faire revenir la Russie sur le devant de la scène, le fameux discours de Munich. Munich est une ville où il se passe toujours des choses intéressantes. Intéressantes, ça dépend. C'est une façon de parler. On ne l'avait pas trop écouté à l'époque. Moi, j'avais assisté au discours et j'étais très interpellé par la difficulté que j'avais eue dans mes discussions avec les journalistes qui couvraient l'événement, qui me demandaient ce que j'en pensais, ainsi de suite. J'allais dire, terme très simpliste, les 3/4 d'entre eux n'avaient pas compris que c'était un discours vraiment important. Un quart d'entre eux qui avaient effectivement compris. Et je crois que la proportion n'était pas très différente chez les chefs d'État. Et pour moi, quelque part, en 2010, ce qui avait été décidé apparaît évidemment comme une erreur, mais c'est une erreur qui était encore compréhensible. Ce qui est beaucoup moins compréhensible, c'est que lorsque la Russie enclenche sa première guerre d'Ukraine de 2014 et la poursuit, parce que la guerre en Ukraine, dans le Donbass, n'a jamais cessé entre 2014 et 2022. 13 000 morts. 13 000, 14 000 morts, des centaines de milliers de réfugiés et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on va augmenter les budgets de la défense. Oui, on l'a fait, un petit peu. On va mettre quelques milliers de soldats, je dis bien quelques milliers, pas quelques dizaines, et a fortiori pas quelques centaines de milliers de soldats tournant dans l'Est de l'Europe. Mais on va continuer à chercher le dialogue. Le président Macron lance en 2019 son fameux dialogue stratégique avec le président Poutine, qui lui a valu que des déceptions et des déboires. Est-ce qu'en 2019, il était prudent et intelligent de faire ça? Personnellement, je pensais que c'était ni intelligent ni fructueux de faire ça à ce moment-là. On aurait pu fort bien, lors des événements de 2014, faire une bonne partie du chemin. Il y a eu des sanctions quand même. Hein. Là, il y a eu des sanctions. Et puis souvenons-nous que la France n'avait plus voulu vendre ces fameux navires. On s'était débrouillé pour les refiler aux Égyptiens, mais les sanctions étaient infiniment plus molles que les sanctions actuelles. La Russie les avait contournées sans problème, et en plus le prix du pétrole s'était par ailleurs envolé, séquence qu'on connaît par ailleurs. Et autrement dit, on a péché, là pour le coup, par insuffisance des réactions. Et on a été un peu bisounours. Elsa, la question, bien sûr, après la guerre, tout le monde était général, donc on va pas faire... Enfin, en tout cas, vous êtes qualifié pour ça. Nous, journalistes, on ne va pas faire les donneurs de leçons, non, mais Christophe aussi. Mais on ne va pas faire les donneurs de leçons, mais est-ce qu'il y a eu une forme de cécité? Une forme d'attitude bisounours, comme on l'a entendu tout à l'heure au sommet? Je crois qu'on a très envie d'être sévère aujourd'hui rétrospectivement, mais qu'il y avait quand même un consensus parmi la plupart des États qui était qu'il fallait tenter l'hypothèse de l'intégration de la Russie dans le système monde. Même après 2014? Oui, même après 2014, parce qu'on a préféré croire que c'était une poussée de la Russie pour regagner certains territoires dans la zone qu'elle considère comme celle de son influence naturelle, et qu'on n'était pas véritablement concerné, qu'il n'y aurait pas d'impact direct sur l'Europe, voilà, que ça resterait du type d'intervention qu'on avait connu en Abkhazie, en Ossétie du Sud, et dont l'Europe s'était, il faut le dire, tout à fait bien accommodée. Donc de ce point de vue-là, on a aussi voulu continuer à calculer en se basant sur nos intérêts économiques, encore une fois sur l'intégration, en se disant que notre dépendance, c'est aussi la dépendance de la Russie, donc qu'elle chercherait à maintenir un statu quo et qu'on la contrôlerait par cette interdépendance. Là où on s'est trompé, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même une capacité à affirmer un projet international de la Russie qui s'était formé chez Vladimir Poutine à grand renfort de citations historiques et une nouvelle vision de ce que doit être le rôle de la Russie, une assertivité au moyen de la guerre. Et bien sûr, on n'avait pas non plus
complètement pris la mesure des difficultés que Vladimir Poutine est prêt à faire peser sur sa population, qui n'est donc pas une population qui a autant voix au chapitre que celle des pays démocratiques. Et l'appétit de Poutine est venu en mangeant. Il a réussi, il ne faut pas oublier qu'il a réussi ses coups. Il a réussi en Géorgie, il a réussi en Crimée et dans le Donbass. Il avait réussi en Syrie, naturellement. Il a réussi à pénétrer l'Afrique francophone. Ça, c'est un sujet que vous connaissez magnifiquement, mieux que tout autre. Oui, Robert. Oui, moi ce que je pense, c'est vrai que c'est facile après coup de donner des leçons à tout le monde parce que c'est une politique. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut replacer dans le contexte. Tout le monde voulait croire que le monde était pacifié. Je veux dire, vous vous rappelez les moqueries sur l'OTAN, et pas que de la gauche, tout le monde. Et que le seul sujet, c'était le terrorisme. Voilà, oui. On ne croyait que ça. Et en dehors du terrorisme, au fond, on pouvait discuter avec tout le monde. Mais on le refait avec la Chine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans 3 ans, ou dans 2 ans, ou l'année prochaine, qu'on a été encore aveugle sur la Chine? Pourquoi? Parce que la Chine, elle n'est pas dangereuse pour l'avenir du monde. Et ce n'est pas une puissance militaire. Vous le disiez, parce que la Transnistrie aussi. Je veux dire, on a laissé tout faire parce qu'on ne veut pas voir, et parce que nos opinions publiques, ce n'est pas que la classe politique ou les gens, c'est l'opinion publique. On sortait d'une période, il y a la chute du mur de Berlin, le monde va vers la paix. Or, certes, ce mec n'est pas très fréquentable, mais enfin quand même, en échangeant, il y a l'idée quand même qu'on échange, que les échanges économiques font oublier les intérêts d'un certain nombre de gens. Juste une question quand même. Il sera intéressant de regarder quelque chose. L'adhésion des 2 pays à l'OTAN va passer devant nos parlements. Je suis curieux de voir ce que vont voter les uns et les autres. Et ceux qui vont continuer à nier, qu'il y a un monde auquel on appartient, c'est l'OTAN, ça s'appelait le monde libre, mais là, dire ça aujourd'hui est un gros mot. Et de l'autre côté, c'est un certain nombre de gens qui ne nous aiment pas beaucoup et qui ont d'autres intérêts. Je ne suis pas sûr que ce soit l'unanimité, y compris à l'Assemblée nationale. On va voir qui va voter. La France insoumise estime que la France devrait sortir de l'OTAN. Le Rassemblement national estime que la France devrait sortir du commandement intégré. Et donc, je suis curieux de voir comment, à l'heure où il y a la guerre, en Ukraine, un certain nombre de forces politiques seront capables de dire mais peut-être que l'OTAN, c'est notre liberté, et les pays de l'Est qui veulent adhérer à l'OTAN ou les pays du Nord qui veulent adhérer à l'OTAN, c'est pas des gens qui sont poussés à le faire, c'est juste des gens qui ont envie de se protéger. La question encore plus précise que je voulais vous poser, Général Gomard, c'est l'Ukraine, dès 2008, demande son adhésion à l'OTAN. À l'époque, d'ailleurs, la France et l'Allemagne s'y opposent. Donc l'OTAN s'y oppose, il faut l'unanimité. Si l'Ukraine avait été acceptée dans l'OTAN, évidemment, elle n'aurait pas été envahie aujourd'hui. La Russie n'aurait pas pris le risque d'envahir le pays d'une alliance dotée de l'arme atomique. Donc, à l'époque, on n'a pas voulu que l'Ukraine rentre parce qu'il ne fallait pas provoquer la Russie. Mais le paradoxe, c'est que si l'Ukraine était rentrée, elle aurait été protégée de la Russie. Là aussi, après la guerre, tout le monde était général. Vous avez sans doute raison, mais on s'est désarmé. Et vous parliez de bisounours. Je pense que les pays européens étaient dans un monde de bisounours. En se disant, il y a les États-Unis d'Amérique qui seront là pour nous protéger. Qui investissait dans la défense? Regardez les budgets militaires des pays européens. Donc Vladimir Poutine s'est dit, mais de toute façon, en face, ils ne feront rien, puisqu'ils ont tous désarmé. Alors que lui, au contraire, a réarmé. Vous prenez le budget de la défense russe, il a augmenté. Et c'est vrai qu'en 2008 et jusqu'à 2014 environ, on nous a demandé aux militaires, les militaires, c'est l'armée est toujours utile en termes de diplomatie parce qu'on va dialoguer avec nos homologues des armées étrangères. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est tous allés les voir. On est tous allés sauter en parachute en Russie. On a tous eu le brevet parachutiste russe. On est tous allés faire des exercices avec les Russes et qui devenaient des partenaires. Et c'est ça qui est intéressant. Et de fait, la guerre en Crimée, je veux dire la conquête ou l'annexion de la Crimée plus exactement, et la guerre dans le Donbass ont changé un peu la donne. Très certainement, c'est-à-dire que ça refroidit tout le monde. Attendez, pardon de dire, il y a 4 mois encore, le chef de l'État, notre chef de l'État, nous expliquait qu'il ne fallait pas provoquer la Russie, qu'il ne fallait pas donner un certain nombre d'armes offensives. Enfin, vous vous souvenez, le parcours que... Même les Américains, c'est... L'autre question, parce que je voulais avancer un peu, François, que je voulais vous poser. Parce qu'on est ici. L'autre question que je voulais vous poser, en fait, elle a été posée face à Bénédicte Le Châtelier
elle était plus que posée, parce que la réponse a été apportée par le général Yakovlev. Lui, il dit l'OTAN est déjà en guerre avec la Russie. Nous sommes déjà en guerre avec la Russie, parce qu'au-delà de l'Ukraine, c'est l'OTAN que vise la Russie à travers cette invasion. Écoutez-le, c'était tout à l'heure. Oui, Yako. L'OTAN ne veut pas comprendre, n'a toujours pas compris que c'est à elle que la Russie fait la guerre. L'OTAN est dans un mode... L'OTAN, de mon point de vue, se paye de mots et refuse de comprendre qu'elle est dans la guerre. En réalité, elle est dans la guerre. Sommes-nous dans la guerre? Montage Charlotte Sauvaget. Oui, j'aime beaucoup mon ami Michel Yakovlev. En général, quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a une vacherie, qui suit. Il y a une vacherie. Allez directement à la vacherie. Et la vacherie, c'est Poutine veut effectivement faire croire à sa population que l'OTAN est en guerre avec la Russie. Non, c'est le contraire. C'est la Russie qui est en guerre avec l'OTAN. donc on est en guerre. Attention. La guerre est un exercice mutuel. Hein. Ce n'est pas... non, nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie. La Russie a des ambitions impériales. Non, il dit pas tout à fait ça. Il dit la Russie, via l'Ukraine, nous a déclaré la guerre. Non. C'est quand même... Non, tout à fait. Vous avez raison. Il ne faudrait pas le dire dans l'autre sens. Voilà. On ne fait pas la guerre parce que ça ferait trop plaisir à M. Poutine de nous faire croire que finalement, on ne serait responsable. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. C'est vis-à-vis de sa population. Nous défendons notre précaré. Nous élargissons notre précaré à la Suède et à la Finlande. Mais c'est pas notre précaré, c'est les démocraties qu'on défend. Non, du point de vue l'OTAN, pendant longtemps, il y a eu des gens qui n'étaient pas toujours de parfaits démocrates, comme le Portugal de Salazar ou la Grèce des colonels. L'OTAN est une alliance de défense qui garantit l'article 5 de l'OTAN. C'est plus une alliance de défense. Il y a les libertés civiles qui sont mentionnées aussi dans le socle de l'OTAN. Mais d'accord, mais la démocratie, les problèmes civils et ainsi de suite ne sont pas la raison pour laquelle on a créé l'OTAN, et ce n'est pas la raison pour laquelle des pays comme la Suède ou la Finlande veulent y rentrer. Ils veulent y rentrer parce qu'il y a une garantie de défense et l'article 5. Parce qu'il y a une menace en face. Non, mais il y a de bonnes raisons. Non, je suis pas en train au départ, c'était face à la Russie. C'est que je suis en train... Au départ, l'OTAN a décrit la demande des Européens, pas la demande des Américains d'ailleurs. Je ne suis pas en train de faire... je suis pas en train de faire la critique. Je suis en train de dire que pour le moment, nous n'attaquons pas la Russie. Pour le moment, nous défendons, à travers l'article 5 du traité de l'OTAN, notre précaré. Le précaré, ce sont les pays qui sont embrassés par l'article 5 et qu'on a refusé à l'Ukraine en 2008. Mais la Russie nous attaque à travers l'Ukraine. Attaque l'OTAN à travers l'Ukraine. Là, je n'ai aucun problème avec ça. Mais nous ne faisons pas, contrairement à ce que dit Michel Yakovlev, je suis pas d'accord avec ça. Nous ne faisons pas la guerre. Je suis désolé, nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Mais la Russie nous fait la guerre. Mais Général Gomard. Ne fait pas la guerre à l'OTAN. La Russie ne fait pas la guerre à l'OTAN. Mais non. Enfin, Poutine fait la guerre à l'Ukraine, qu'il veut conquérir sans aucun doute, pour élargir, j'allais dire, sa partie vis-à-vis de l'OTAN. Oui, on peut dire ça, mais vis-à-vis de sa population, et c'est très bien ce qu'on voit sur RT1, etc., sur les chaînes russes, où effectivement, pour justifier son opération militaire spéciale, il dit que c'est l'OTAN qui l'attaque. Mais ça, c'est de la justification. Mais réellement, il est incapable d'attaquer l'OTAN, en fait. Et d'ailleurs, s'il avait attaqué l'OTAN, il aurait attaqué la Pologne, la Roumanie ou que sais-je. Il attaque que l'Ukraine. Non, mais bien sûr, militairement parlant, vous avez raison. Je pense que quand même, il y a une confusion. Là, c'est quand même, on joue sur une confusion sémantique, c'est-à-dire faire la guerre ou être en guerre. Être en compétition pour une hégémonie stratégique ou faire une guerre conventionnelle en engageant des armées. On est en compétition hégémonique sur l'espace européen qui a hésité longtemps et qu'on a mis au pied du mur entre appartenir au groupe européen, y compris OTAN, ou rentrer dans les différentes alliances menées par la Russie. Donc, effectivement, on est en compétition hégémonique. Effectivement, la guerre en Ukraine s'adresse à l'OTAN et à l'Europe, puisque la Russie ne voit pas d'alternative. Pour la Russie, il n'y a pas une zone neutre. Soit on s'approche des pays sur lesquels elle a une ambition qu'elle considère comme légitimement sa zone d'influence, soit c'est elle qui les contrôle. C'est soit nous, soit elle. Donc, on lui a donné des signes
pendant de longues années qui ne lui ont pas plu, mais qu'elle a toléré. Là, il y a eu un virage qui est à l'initiative du pouvoir russe. Il n'y a pas eu de provocation du camp adverse. On aurait pu y penser. En 2008, il y a eu des accords d'élargissement avec l'Ukraine qui ont déclenché des tas de problèmes autour du régime ukrainien. Il y a eu des sanctions, il y a eu des coups de force. Cette fois-ci, c'est pas du tout s'agit de ça. C'est une initiative russe. C'est une nouvelle stratégie russe. Oui, on est en confrontation par intermédiaire, comme on l'a longuement connu pendant la guerre froide. Un mot encore, Robert, et puis on avance. Oui, ce que j'essaye de traduire dans des mots, je suis d'accord qu'il faudrait faire attention au vocabulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OTAN, aujourd'hui, elle défend à travers l'Ukraine ce que nous sommes, nos valeurs, notre démocratie. Non, mais ça, c'est ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire aux gens. Non, je vous le dis parce que les semaines passant, les opinions publiques vont passer à autre chose. Et quand les opinions publiques passent à autre chose, la classe politique, elle passe à autre chose aussi. Et que si on n'y fait pas attention, ça fait plus la une des journaux, sauf quand il y a ce missile sur ce centre commercial. Et si on ne fait pas attention, si on ne répète pas que se joue là-bas quelque chose qui n'est pas simplement une zone d'influence, un contrôle d'une zone d'influence, mais nos propres libertés, mais ce que nous représentons et tout, on se réserve des domaines douloureux. Parce que M. Poutine, je voulais vous entendre d'un mot. Il acceptera, il verra notre abandon des positions ukrainiennes comme une lâcheté de toute l'Europe. C'est bien pour ça qu'on doit renforcer nos défenses. Je voulais vous demander d'un mot, parce qu'on se demande si c'est trop tard, de porter un jugement sur cette situation militaire qui fait bouger les lignes. On sent bien que l'atmosphère est un peu différente de ce qu'elle était il y a 15 jours. Absolument. Les conseillers de la Maison-Blanche, on en a parlé hier longuement, qui ont indiqué à CNN qu'ils ne croyaient pas ou qu'ils ne croyaient plus à la possibilité d'une reconquête militaire ukrainienne. Et là, on apprend maintenant que les autorités régionales ukrainiennes demandent aux habitants de la ville de Lysychansk d'évacuer la ville. C'est-à-dire qu'après Mariupol, après Severodonetsk, visiblement, les Russes, on va peut-être jeter un coup d'œil à la carte, sont en train de conquérir une nouvelle ville d'importance, puisqu'il y avait 100 000 habitants avant la guerre. Donc, est-ce qu'on perd la guerre? Enfin, on perd, parce que c'est notre guerre. L'Ukraine, c'est notre guerre. Est-ce qu'on perd la guerre du Donbass? Alors, là encore, il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de ce qui se passe dans le Donbass, et il faut voir ça comme l'équivalence, je l'ai déjà dit ici, je crois, au bassin de Saint-Étienne. Hein. Vous avez Saint-Chamond, vous avez la Ricard-Marie, vous avez les rives de Gier, Severodonetsk, Lysychansk, c'est l'équivalent de ces patelins. Certes pas minuscule, 100 000 habitants, c'est pas tout à fait rien. J'aime le mot patelin. Le maire de Béziers que je suis, il n'aime pas qu'on se fasse traiter de patelin, je vous le dis tout de suite. Mais là, en l'occurrence, mais je parlais pas de Béziers, moi. Quand vous dites 100 000 habitants, on a 80 000 habitants, on n'est pas un patelin. Non, mais c'était... je vous le dis amicalement, pour vous rappeler à la réalité provinciale. D'accord, on parle de Béziers. Je veux bien qu'on parle de Béziers, mais sérieusement, ce qui se passe dans le Donbass se passe dans un mouchoir de poche. C'est très important au plan militaire, parce qu'il y a une usure des hommes et du matériel terrible. C'est une bataille où à la fin, c'est celui qui aura perdu le moins d'hommes et le moins de matériel qui l'emportera sur ce terrain, encore une fois, là pour le coup minuscule. L'Ukraine, c'est plus grand que la France. Et la partie conquise par la Russie depuis la région au nord de Kharkiv jusque vers le sud, c'est grand comme l'Occitanie. Là, le Donbass, c'est le bassin de Saint-Étienne. On s'est battu 30 ans plus tard pour l'Alsace et la Lorraine. Non, mais politiquement, bien sûr, c'est important. Mais c'est pas ça qui est en train de changer le cours de la guerre. En train de changer le cours des choses. Ce qui va changer le cours des choses, c'est la décision que prendront ou que ne prendront pas les Occidentaux dans les semaines qui viennent, à savoir, est-ce que nous ferons le nécessaire pour que l'Ukraine puisse avoir une armée à l'occidental, c'est une aviation pour parler clairement, à une grande échelle, y compris l'aviation, y compris les missiles mer-mer. Moi, je suis, en tant que Français, un peu gêné quand je vois que ce sont les Britanniques, les Danois qui donnent des missiles anti-navires pour permettre de couler les bateaux russes, mais que les exocètes, on ne les voit pas. Et on a donné les canons, que vous voyez là, les Césars, qui sont épatants. On a donné le quart de ce qu'on avait, 18 canons. Ça montre quel était le niveau de désarmement de nos armées. François, pour aller droit au but, si
l'OTAN prend cette décision, la reconquête militaire de l'Ukraine est possible pour vous? Le Sud, oui. Le Sud, oui. Le Sud. Le Donbass, c'est une autre affaire. Le Donbass, les Ukrainiens et les Russes se sont battus autour du Donbass depuis 2014. Bien 2014. Donc la notion que la ville de Lysychansk, qui avait été prise par les Russes en 2014, soit reprise par les Russes, c'est pas une affaire phénoménale. Par contre, ce qui est une affaire phénoménale, c'est si l'Ukraine ne parvient pas à reconquérir les territoires le long de la mer Noire, la ville de Kherson. Voilà, vous voyez toute cette bande rouge en bas du tableau. Ça, c'est quelque chose. L'Ukraine ne peut pas économiquement et politiquement accepter cette situation-là. Et la question est de savoir si nous ferons le nécessaire pour qu'ils puissent récupérer ce qui leur appartient. Oui, moi, je veux garder dans le viseur une date, la première quinzaine de juillet, parce que je pense que ce qui va être déterminant, c'est le résultat de la visite de Joe Biden en Arabie Saoudite, de sa rencontre avec MBS, le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Est-ce que Joe Biden va pouvoir le convaincre de mettre sur le marché plus de barils de pétrole et ainsi de faire baisser les revenus de la Russie? Cette guerre lui coûte très cher, elle n'a pas un budget extensible et c'est là que se joue la capacité de la Russie à maintenir son effort. Non, c'est très intéressant parce que le porte-monnaie, c'est beaucoup là que ça se joue, effectivement. Je vous montre une dernière chose, comment dire, un peu plus anecdotique peut-être. Boris Johnson. Ah non. Ah, bonjour. Ah non, j'entends déjà. Boris Johnson, et si Vladimir Poutine était une femme, ben pour lui, s'il avait été une femme, il n'y aurait pas eu la guerre, car c'est la masculinité toxique qui fait la guerre. Écoutez Boris Johnson, donc une curieuse sortie. La connerie des hommes, ça n'a pas de limite quand même. Hein. Écoutez-le. Écoutez-le. In Positionen der Macht. Wenn Putin eine Frau wäre, also wenn er es wäre, dann hätte er diesen verrückten Macho-Krieg, diese Invasion nicht vom Zaun gebrochen. Wenn man ein perfektes Beispiel will für toxische Männlichkeit. Montage Aurélie Hamel, alors c'était une interview à la ZDF, la grande chaîne publique allemande. Donc vous l'entendez parler anglais, mais c'est traduit par-dessus en allemand, et nous on a sous-titré en français pour que ce soit compréhensible. C'est bien ce qu'il a dit. Pardon ? C'est bien ce qu'il a dit. Bien ce qu'il a dit. C'est bien ce qu'il a dit. Donc général Gomard, voilà, on a un général. Si Poutine était une femme, donc la chose militaire répond à de la toxicité masculine. Non, mais comment peut-on dire ça ? J'ai l'impression que moi, Boris Johnson en fait tout pour faire oublier ses propres turpitudes en Grande-Bretagne. Ça, dans le genre, il est pas mal en tant que macho toxique. Donc l'histoire militaire. Madame Thatcher, Catherine la Grande, Indira Gandhi étaient de grandes pacifistes devant l'éternel qui n'ont jamais fait la guerre. On peut l'excuser en espérant que ce soir-là aussi, il avait abusé, comme il l'a fait pendant la période du Covid, de soirées arrosées. Parce que quand même, on ne peut pas dire des conneries. Margaret Thatcher a fait la guerre aux Malouines. Elle a pris la décision. Elle a laissé mourir de faim en prison des membres de l'Iran. Et en Inde et au Pakistan, les femmes n'ont pas fait la guerre. Tu vois, comment tu peux dire ça ? Indira Gandhi a foutu une pâtée au Pakistan. La reine Victoria Catherine la Grande a conquis la moitié de la Pologne. Le pouvoir ne connaît pas de limite. Bref. Donc il n'y a pas de réflexion dans l'armée sur la toxicité masculine, général Gomard. Non. Je ne pense pas être toxique en étant un homme. C'est un peu triste même qu'ils disent ça. Quand tu vois le malheur sur l'Ukraine, ça doit être affligeant pour les Ukrainiens d'entendre ça quand même. La France, il se passe des